Bonjour à tous. Bonjour tout le Salut Anouar. monde. Salut Chloé. On va pas faire comme si on s'était pas vu juste avant. Euh, on va attendre quelques minutes du coup que tout le monde puisse arriver tranquillement. En attendant, on a prévu un petit sondage avec Anouar. Encore faut-il que j'arrive à retrouver le chat. Alors bougez pas, tac, je mets dessus. On a proposé un petit sondage justement pour savoir un petit peu votre niveau d'expertise, de connaissance sur Cloud Azure. Ça permettra à Noir notamment de... salut Swan, salut Hussein. Ça permettrait de savoir du coup où est-ce que vous en êtes et pour Anouar d'ajuster le tir, puisqu'il est quand même rompu à l'exercice des talks, en direct sur du coup le niveau des participants sur le sujet. Alors du coup, je vous envoie le sondage tout de suite. Soumettre le vote. Je vais choisir une option. Hop. Ok. Alors, vous allez voir, du coup, j'en profite pour vous présenter là, en attendant que tout le monde arrive. Vous voyez en fait sur le côté de chat, donc le chat, vous pouvez du coup nous passer le coucou. Et vous avez surtout en fait deux onglets. Un onglet questions où vous pouvez poser l'ensemble de vos questions. Et si votre question a été posée, n'hésitez pas à ranker les questions des copains pour qu'elles remontent de manière à ce que Anouar puisse les traiter au fur et à mesure. Et puis, vous avez l'onglet sondage qui vous permet justement de répondre aux petites questions qu'on peut vous poser. Là, en l'occurrence, à savoir quel est votre niveau d'expertise sur Cloud Azure. Et en fin de webinaire, on vous demandera un petit peu votre avis sur ce webinaire, ce que vous en avez pensé. Donc, avant de partir, n'oubliez pas de voter. Hop, je m'en mets sur le chat. Salut Mouna. Salut Miguel. Bien mis une petite. Du coup, j'en profite à nouveau pour introduire Comet, le temps que tout le monde arrive. Et puis, Anouar, je vais te laisser gentiment la main. Alors, du coup, moi, c'est Chloé. Je suis chez Comet depuis 5 ans. J'ai l'honneur d'animer ce webinaire, très peu. Je vais l'introduire et de le clôturer avec Anouar. Du coup, salut Servan. Comet, c'est du coup un écosystème qui met en relation majoritairement des freelance tech data avec des sociétés qui en cherchent, principalement 440 SBF 120. C'est notre particularité. Ça signifie que on est en capacité de vous proposer des missions longues chez des clients chez lesquels on est référencé. Notre spécificité, je dirais, c'est qu'on a une belle alliance entre un produit qui a été développé, coucou Swan, coucou Mouna, avec du coup du machine learning, nous permettant du coup d'accélérer beaucoup de mouvements en fait en interne pour vous proposer au plus vite des missions correspondant à vos envies et un accompagnement humain très fort, c'est-à-dire que quand vous travaillez avec Comet, vous avez un account manager dédié sur la mission sur laquelle vous êtes, vous avez un agent de freelance aussi qui vous suit tout au long de votre carrière. Voilà, on est vraiment là pour vous accompagner. Et avec tout ça, tout un tas d'avantages, comme ces webinaires, comme des newsletters qui partent tous les mois, comme des accès à des événements. Je pense que Anouar, tu peux en témoigner. En tant qu'astronaute chez nous, tu as Ouais. participé à quelques événements du coup pour rencontrer des clients grands comptes, du coup rencontrer aussi d'autres freelances qui sont en mission avec nous. Donc voilà, on prend soin de vous. Plus vous nous faites confiance chez Comet, plus on met de l'effort à trouver des missions et à vous accompagner tout au long de votre carrière. Donc voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On vous répondra avec grand plaisir a posteriori. Et puis, si tout le monde est OK, je vais laisser la main. Alors, dans le sondage, juste que pour que tu saches, pour l'instant, on a eu quelques retours. On est plutôt c'est plutôt mitigé, mais plutôt novice, finalement. Ouais, 50%. 50%, 57. 57. 50. Du coup, voilà, tu pourras faire les questions peut-être un peu plus expertes ou les conseils experts quand même, par exemple, pour challenger les deux personnes qui n'ont plus de secret pour le Cloud Azure. Anna, je te souhaite un excellent talk. Je reviens sur scène du coup à la fin de ta présentation et puis je vous souhaite à tous du coup
Du coup, une belle présentation. À très vite. Merci Chloé. Donc là aujourd'hui on va parler des transformations de données sur le cloud Azure. Ce webinaire il est organisé par Comet et d'ailleurs merci toute l'équipe Comet, Chloé, lui, Stéphane, Naël, Léa, toute l'équipe, Jean-Philippe. Pratiquement j'ai travaillé avec tous les consultants Comet. Alors, je suis Anouar Benzara, un consultant et architecte data. Je fais de la conseil autour des solutions data, principalement sur les solutions cloud. J'ai commencé un parcours professionnel en tant que développeur, mais par la suite, j'ai vu qu'il y a un intérêt autour de la data. Pour cela, aujourd'hui, voilà, je me penche plus sur l'aspect data. Alors, j'ai animé quelques meet-up à Paris ou à l'échelle internationale. J'ai des Nugget Package. J'ai à peu près une trentaine, 35 Nugget Package qui sont disponibles sur le site nugget.com. Vous tapez Anouar et vous trouvez mes nuggets. J'ai à peu près 30 000 téléchargements sur mes nuggets package. Donc, du coup, j'ai un peu la responsabilité de maintenir mes nuggets package pour qu'ils soient à jour et pour qu'ils répondent aussi aux besoins des utilisateurs parce qu'aujourd'hui, ils sont sur des projets ou sur des solutions en production. Alors, j'ai commencé à écrire aussi des sujets sur C# Corner. Et d'ailleurs, j'ai commencé par là. Et j'ai écrit un premier post, un premier blog, voilà, qui a explosé parce que j'ai démystifié un concept qui n'était pas traité, c'est l'ossérisation des documents et comment on peut avoir une solution générique qui nous permet de faire une solution pareille. Actif sur une chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite d'aller souscrire à ma chaîne. J'ai un petit blog et j'ai un repo GitHub. Alors, dernièrement, j'ai écrit un petit bouquin dans lequel je partage un peu ce que j'ai acquis, ce que j'ai compris, ce que j'essaie aussi de partager avec mes clients. Un petit bouquin qui s'appelle Azure Architect, Azure Modern Data Warehouse Architecture. Donc là, je parle des nouveaux entrepôts de données, comment on peut les mettre en place et de les rendre scalables, maintenables et avec le moindre coût. Ce livre-là, il est disponible sur Google Book, Amazon KDP et sur une bibliothèque qui s'appelle Limpub. Alors justement, j'ai enchaîné entre-temps parce que j'ai eu l'idée que ça pourrait aussi intéresser les développeurs, les gens qui vont aller développer les solutions data, qui vont les mettre en place. Donc je me suis dit, il y a de la matière. C'est là où il faut aussi partager autour de ces sujets-là. Donc là, j'espère d'ici fin d'année, je vais publier mon nouveau livre qui est comment mettre en place une solution data. Et je suis plein dedans. J'espère finir d'ici fin d'année. Il sera aussi disponible sur Amazon KDP, Limpub et Google Books. Alors, dans l'agenda d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? C'est une architecture data classique dans laquelle on va rentrer dans chaque phase. D'ailleurs, c'est le sujet de mon premier livre, c'est que je suis parti sur une architecture typique, où c'est là où j'ai essayé de détailler chaque step. N'hésitez pas si vous avez des questions. Là, je vais mettre le chat devant moi et hop. Merci lui pour le partage du lien. Alors, on va parcourir rapidement les sources des données qu'on a aujourd'hui. Alors, une raw data, pourquoi on le met en place? Pourquoi on la recommande dans une architecture data? Comment on va faire les transformations?
qu'est-ce que Azure nous offre comme service pour qu'on fasse des transformations de nos données et quels sont les mécanismes de transformation de données. Et par la suite, où est-ce que je vais exposer mes données? Donc, quels sont les services aussi disponibles dans le cloud pour exposer mes données? Et à la fin, il y a un petit slide data science parce qu'aujourd'hui, on a commencé de traiter une volumétrie énorme de données et c'est estimé en 2025 qu'il va atteindre 181 zeta-octets, c'est 10 puissance 12, je pense, gigas. Donc imaginez cette volumétrie de données. Donc vous voyez une croissance qui est exponentielle. Donc du coup, il y a des sujets qui vont se monter autour de la data. Parmi ces sujets-là, c'est le stockage, comment on va stocker ces données-là, comment on va les traiter et comment on va les transformer. Donc pour cela, on parle des modern data warehouse architecture, c'est justement pour répondre à ces besoins-là. Alors, si on est sur le cloud, il y a deux volets. Il y a le volet stockage et un volet qui est le compute. Donc, dans cette présentation-là, on va parler des deux. Alors, les sources de données, aujourd'hui, ils sont éparpillés dans d'autres systèmes, des fichiers Excel, quel que soit en temps réel, ou des données IoT. Donc, notre but, c'est de pouvoir intégrer ces données-là dans notre système, pouvoir les valoriser, traiter d'abord, les valoriser et les exposer. Donc, euh, et après, il y a aussi d'autres aspects qui vont aller surmonter, c'est l'IA. C'est aujourd'hui, les sujets qui sont sur la table, c'est comment on va intégrer l'IA dans notre solution, dans notre infrastructure. Alors d'ailleurs, notre CTO, moi je suis un consultant chez Total Energy, le CTO, il nous a demandé de mettre en place une solution IA en se basant sur la générative IA. Donc l'idée, c'est de comment pouvoir l'implémenter, comment on peut la mettre en place et comment ça peut améliorer nos quotidiens de tous les jours. Alors, justement, suite à cette croissance-là des données, il y a des jobs qui sont autour de ces données-là. C'est un administrateur de la base de données. Et aussi, il y a un rôle qui est data, data manager. Le data manager, donc c'est quoi la différence entre un administrateur et un data manager ou un data owner des données? C'est que voilà, l'administrateur, c'est l'opérationnel, c'est lui qui va maintenir les données, mettre à jour la base de données, implémenter la sécurité, créer des rôles, des groupes, et ainsi de suite. Et le data owner, c'est lui qui va c'est lui le owner, c'est lui le propriétaire de données, c'est lui qui va mettre la stratégie des données. Et d'ailleurs, c'est la philosophie des grandes boîtes, c'est d'avoir un data owner delegate et un data steward. Et aussi, il y a toute la partie opérationnelle, c'est les gens qui vont aller travailler sur les données, comme les data engineers, les data analysts, les data science. Bon, la data science, je ne sais pas si c'est un job qui est tendance ou c'est un job qui est pérenne. On va découvrir parce que je pense un data analyst ou un data engineer, il peut travailler, il peut faire le taf. On va découvrir ça donc dans les années qui vont arriver. Alors les données, généralement, qu'on va traiter, ce sont des données soit structurées, si on va récupérer des données à partir d'une SQL database, en data warehouse, un Cosmos API SQL, ou soit des données qui sont semi-structurées sous format JSON, XML, XLS, ce genre de format, ou des données qui sont non structurées sous format image, des enregistrements, des backups des bases de données. Donc, pourquoi je mets ce slide-là? Pour vous dire, par rapport à la source de données,
Il faut qu'on s'adapte dans nos traitements pour pouvoir mettre en place un traitement qui est adéquat par rapport à nos sources. Par exemple, pour les données qui sont structurées ou non structurées, c'est là où on va faire un choix sur le data lake, où on va se poser la question: est-ce qu'on va les stocker sur de l'Azure Blob Storage Gen 1 ou du Blob Storage ou du Gen 2? Donc, on va y arriver à ce slide-là. Donc, une fois qu'on a récupéré les données à partir des sources, où est-ce qu'on va les stocker? Donc, imaginons, on a notre souscription Azure, notre environnement Azure, notre application. C'est là où on va traiter nos données. Donc, imaginons, on a des données qui arrivent de l'extérieur. Comment on va les stocker? À l'arrivée de notre système d'information. Généralement, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser un espace de stockage ADLS, Azure Data Lake Storage. Généralement, c'est du Gen 2 parce qu'on traite des données qui sont semi-structurées. Pour les données non structurées, je pense, on ne les reçoit pas tels qu'ils sont. Peut-être on va les OCRiser, on va les traiter auparavant et par la suite on va les stocker dans des systèmes des raw data qu'on appelle. Alors comment on peut organiser nos raw data? Il y a une zone où on va mettre les données brutes. Par la suite, on va qualifier ces données-là, on va les travailler, on va mettre de la data quality, pour dire voilà, c'est par exemple j'ai une adresse, j'accepte que cette format-là. Du data cleansing, c'est pour dire voilà, si ça respecte pas cette règle-là, j'élimine toutes les données, je les renvoie ou je mets un rapport à côté, ou je les mets dans un dossier reject pour que voilà, les data managers puissent savoir qu'est-ce qu'on a ingéré comme données et qu'est-ce qu'on a rejeté comme données. Alors, justement, il y a deux concepts du stockage RAW, soit du blob classique ou soit du Gen 2. Sur quoi je vais me baser pour dire, voilà, je vais mettre en place du blob ou du Gen 2? Principalement, c'est sur la structure de données et comment je veux exposer mes données. Alors, si je vais mettre en place du blob, généralement, ou plutôt, il n'y a pas de hiérarchie entre les dossiers. En gros, le blob storage, c'est comme si un dossier Windows, un explorateur, c'est dans lequel vous créez des dossiers et dans chaque dossier, vous mettez vos données. Par la suite, un data engineer, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va récupérer des données qui vont arriver dans la zone raw, il va créer des tags. Chaque dossier, par exemple, par la date du jour et par un data domain qui est très défini. Alors, là aussi, on commence à parler. Quel est le pattern qu'on va mettre en place pour pouvoir organiser nos données? Est-ce qu'on va mettre un pattern de data mesh? Chaque data domain va contenir ces données-là. Et derrière chaque data domain, on va mettre une gouvernance de données spécifiques. Imaginez, on travaille dans un grand groupe, on a plusieurs divisions. Chaque division, on devrait mettre ces données-là dans un data lake. Donc, on ne va pas les mélanger ensemble. On a des données du sales, de procurement, je ne sais pas quelles sont les autres entités. On va les mettre dans le data lake. Et on veut exposer des accès à ce raw data. Donc là, on ne va pas mélanger, on ne va pas mettre tout dans le même dossier. C'est là où on va créer des, euh, des directories, des dossiers. Et dans chaque dossier, on va mettre les données propres à... Ah, petit problème technique, Anouar. Il m'a affiché.
Salut, désolé pour la gêne. Tout va bien, j'ai eu un peu un petit coup de flip, mais bon, tout OK de ton côté, c'est bon? Tout est OK, mais j'ai eu un petit message, double connexion simultanée. OK. Pourtant je je suis le seul à présenter. Écoute, Donc c'est du bien coup, sûr que tu te dédoubles, à moi. Merci voilà. pour alors. J'ai un noir qui est dans le blob storage, Exactement. voilà. Donc du coup, la question ici, c'est comment pouvoir organiser nos données dans le data lake. Donc d'où la question, est-ce que je vais utiliser du blob storage? C'est pour avoir, mes données qui sont en format flat ou soit des données, qui sont sous forme des dossiers bien organisés par un data domain ou par des dates bien précises. Et aussi, il faut penser quand on va mettre cette solution à activer le versionning. C'est-à-dire, j'ai reçu des données aujourd'hui, demain je reçois des nouvelles données. Comment je vais gérer le versionning de mes données? Est-ce que je vais garder l'historique? Est-ce que je vais gérer l'historique? Est-ce que je vais merger? Comment je vais faire? Donc il faut bien, mettre en place aussi une stratégie de versionning. Alors, on arrive au vif du sujet. Ça, c'était une petite introduction. Je vais quand même accélérer parce que là, c'est 13h21. Alors, en gros, si on arrive sur les transformations de données, 2 questions qui se posent: ETL ou ELT? Quelle est la bonne approche que je devrais suivre et quelle est la différence? Alors, le ELT, Extract, Load, Transform, j'extrais mes données, je les charge dans un système, cible. C'est par exemple comme le RAW, je crée une zone enhanced, c'est là où les données sont qualifiées, et de qualité. Et par la suite, dans ce dossier enhanced là, je vais faire des transformations de données. C'est-à-dire, les transformations, ils seront faites à la source. Par contre, avec l'approche ETL, c'est que je vais faire des extractions, des transformations entre-temps, dans des zones tampons, et par la suite, je vais charger ces données-là dans des systèmes cibles. En gros, si on est sur une architecture Data Lake, on a du Databricks, généralement, ou bah, ça dépend aussi de la stratégie de l'entreprise. Peut-être on va opter vers une solution ELT. Pourquoi? C'est moins gourmande et c'est moins gourmande en termes de compute et moins gourmande en termes d'espace de stockage. Parce que ELT, on va créer des zones de stockage STG, ODS et enhanced, par exemple. Donc du coup, c'est la duplication de données et à chaque étape, on va faire du compute, du traitement de données. Donc là, comme j'ai parlé au début, il faut bien garder en tête, c'est qu'il y a les deux aspects, compute et stockage. Dans Azure, le compute, c'est lui qui va coûter le plus cher. Donc il faut optimiser nos traitements pour que notre solution, elle va coûter le moins cher possible. Le stockage sur Azure, c'est pas gratuit, mais ça coûte quelques centimes. Si on est sur du data lake, peut-être c'est 0,05 centimes par 1 giga de stockage. C'est pratiquement c'est gratuit. Le compute sur Azure, c'est lui qui va coûter le plus cher parce qu'on va provisionner des machines et à travers ces machines-là, c'est eux qui vont faire les traitements. Et voilà aussi, il faut penser si notre solution, elle va être scalable ou non et suite à ces informations-là, on va choisir notre outil de transformation de données. Alors les données, comment ils arrivent dans l'outil de transformation? Ils arrivent généralement sur 2 moyens par 2 moyens. Soit par lot, par batch, c'est qu'on récupère une partie de données, par exemple, j'ai une nuit applicatif, j'ai récupéré les données de J-1 et c'est là où je vais traiter mes J-1, je vais les ingérer, les transformer et les mettre dans une zone enhanced qualifiée. Ou soit j'ai des traitements qui sont en temps réel.
Par exemple, j'ai un IoT Hub qui est branché à ma souscription Azure. C'est lui qui va me ramener des données en temps réel. Donc là, je vais mettre un Event Hub, puis un Stream Analytics. Le Stream Analytics, c'est pour traiter les données, filtrer, les traiter avant de les ingérer dans notre système. Et par la suite, quand ils vont arriver dans notre système, on va les stocker dans du RAW ou on va les stocker, on va les traiter directement avec des mécanismes de traitement en temps réel. Par exemple, sur du Databricks, on peut faire du temps réel. Bon, le temps réel, il n'existe pas. Il y a toujours un petit temps de, une petite latence. Donc, temps réel à 100%, cela n'existe pas. Peut-être avec des computes peut-être qui vont être développés prochainement, c'est des computes quantiques, par exemple. Là, ils ont commencé de parler des computes qui sont très puissantes. C'est du quantique, c'est des machines quantiques. Bon, euh, alors je vais commencer par le premier outil qui est disponible sur Azure, qui est généralement le plus connu, le plus utilisé, c'est Azure Data Factory, ou qui est connu sous le nom d'ADF. Alors, en 2017, il y avait la version V1 de l'ADF. Par la suite, je pense, en début 2019, ils ont mis en public preview l'ADF V2. L'ADF V2, c'est une refonte des pipelines de l'ADF V1 vers l'ADF V2. Donc, si vous avez des pipelines qui sont sur ADF V1, il faut les migrer vers l'ADF V2. Et je pense que c'était à l'époque de 2019-2020, c'était les sujets de consulting, c'est les migrations de l'ADF V1 vers l'ADF V2. Alors, qu'est-ce que c'est cet outil-là? Qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Alors, ADF, c'est la définition exacte de Microsoft, c'est un orchestrateur d'événements. C'est-à-dire, j'ai un ensemble des événements que je devrais les orchestrer, faire des traitements, faire des appels à des services afin de traiter mes données et de les exposer quelque part. Donc, Azure Data Factory, il compte plus de 80 connecteurs. Donc, si on veut se connecter à une source, je ne sais pas, S3, c'est le data lake du Amazon, ou soit sur du PostgreSQL, du SQL, de l'ADLS, et ainsi de suite. La liste, elle est longue. Je pense que c'est le nombre exact, c'est 100 connecteurs, je pense. Mais c'est plus de 80 connecteurs qui sont disponibles sur le panel de Azure Data Factory. Alors, Azure Data Factory, il est composé par cinq éléments essentiels. C'est les pipelines, les activités, les datasets, les linked services et l'integration runtime, c'est la partie compute de l'Azure Data Factory. C'est lui qui va coûter le plus cher sur ce composant-là. Donc, avant de faire le choix de l'Azure Data Factory comme un outil de ELT ou de TL, il faut bien faire une étude approfondie sur l'intégration runtime. Est-ce que aujourd'hui j'ai une seule source? Demain j'ai une autre source. Est-ce que je devrais utiliser de Hosted Integration Runtime? Et c'est là où c'est l'outil qui va coûter le plus cher. Alors anciennement, si vous venez du monde ancien de la suite MSBI, c'est presque l'équivalent de la suite SSIS, SQL Server Integration Services, et c'est pratiquement la même chose. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces outils-là où on développe des composants master, et ces composants master où ils vont appeler d'autres composants. C'est la même chose sur des pipelines Azure Data Factory. J'ai une pipeline peut appeler une autre pipeline, et dans une pipeline, on peut avoir un ensemble d'activités. Alors, les activités, qu'est-ce qu'on a comme activité? C'est des activités de copie.
d'aller récupérer des données d'une source, les mettre dans une destination, des activités, des appels à des services extérieurs. Par exemple, je peux appeler Azure Databricks. J'ai un traitement, j'ai une nuit applicatif. Sur my pipeline, j'ai mis un trigger et mon trigger, il se lance le soir pour traiter mes données qui sont sur du Databricks. Donc, je vais rajouter un composant Databricks et je vais le configurer pour qu'il fait appel à ce service-là. Et en fait, les activités, ils sont en relation avec des liens et les liens en success, when treatment is fail. Donc là, je peux faire des if. Si j'ai des traitements qui ont échoué, je vais lancer un autre, par exemple, un autre service. Et aussi, Azure Data Factory, c'est un outil qui va coûter cher, mais aussi c'est un outil qui va nous faire gagner de l'argent. Comment et pourquoi? Donc, sur l'Azure Data Factory, je peux rajouter des appels à des Web API pour permettre, par exemple, d'allumer mon Data Warehouse, pour faire des économies de coûts. J'ai une nuit applicatif, vers minuit par exemple, j'ingère mes données, je commence d'allumer mon Data Warehouse, je copie mes données à partir des sources, je vais les mettre dans un row, par la suite à partir du row, je vais commencer à traiter mes données, et à la fin du traitement, c'est là où je vais éteindre mon Data Warehouse pour qu'il soit rallumé le lendemain pour que les utilisateurs puissent consulter la dernière version de mes données. Donc, comme il est cher, aussi, c'est un bon moyen pour faire des économies. Alors, les datasets, ça représente, c'est l'image des données sources. Quand on va créer un linked services, c'est le quatrième, c'est le troisième composant. C'est lui qui va être en relation avec une source. Il ne représente pas la structure des données. C'est juste un connecteur vers les sources. Et si on a créé ce connecteur-là, on va avoir une dataset. La dataset, c'est elle qui va représenter nos données. C'est par exemple l'ID, name, adresse et ainsi de suite. Alors, l'integration runtime, c'est le compute de notre outil de transformation. Il existe trois types d'integration runtime. L'integration runtime, c'est le par défaut qui est intégré au moment de la création de notre ressource sur Azure. Donc, c'est là où on va faire, c'est lui qui va aller chercher des données à partir d'une souscription, par exemple, ou dans la même souscription des données, il va les copier dans une autre destination. Ça, c'est le Self-Integration Runtime. Et il y a un autre type qui est le Hosted Integration Runtime. C'est une petite VM, c'est un petit compute qui, c'est pas un petit, c'est même il peut avoir un gros compute pour aller chercher les données dans un système, par exemple en Edge ou en Premise. On peut installer ce Hosted Integration Runtime pour aller récupérer les données qui sont on-premise. Et là, il faut faire attention, il faut ouvrir les flux, bypasser les proxys et ainsi de suite. Et par la suite, c'est lui qui va aller ramener les données de l'on-premise vers le cloud. On trouve ce composant-là généralement dans les projets Move to Cloud. Les Move to Cloud généralement utilisent du Hosted Integration Runtime. Pourquoi? Parce que c'est là où on va aller chercher les données qui sont dans notre écosystème, c'est dans notre IaaS ou PaaS pour aller chercher nos données. Il y a le dernier qui s'appelle le SSIS Integration Runtime. Et là, faites attention quand vous utilisez ce compute-là, parce que c'est le plus cher. Il peut coûter par mois 40 000 euros. Hein. Il faut faire attention. Quand vous utilisez ce composant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller exécuter nos packages SSIS sur le cloud Azure. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, je vous recommande de migrer vos pipelines on-premise sur la suite SSIS vers l'Azure Data Factory. Et là, il y a plusieurs solutions. Si
voilà, est-ce que je devrais réécrire mes procédures stockées? Est-ce que, comment je vais faire? Donc là où c'est tout un projet to move to the cloud. Alors, il y a aussi sur une pipeline, on peut mettre des triggers. Alors, j'ai une nuit applicative, par exemple, qui se lance à minuit. Donc, je vais rajouter sur ma pipeline un trigger. C'est lui qui va aller déclencher ma pipeline. Vers minuit, par exemple, plutôt il va aller exécuter ma pipeline pour intégrer mes données. Ça, c'est le scheduled trigger. Il y a le event, il y a le event trigger, c'est que je détecte un mouvement sur mes sources. Par exemple, j'ai un nouveau fichier qui est inséré dans mon data lake. Mon trigger, il est capable de détecter la présence de ce nouveau fichier. Il va l'intégrer, il va lancer ma pipeline pour lancer un traitement précis. Et il y a le Thembling Window Trigger. Ça, je vous conseille pas de l'utiliser parce que rare des gens qui le maîtrisent. Parce que si vous le programmez là tout de suite et vous l'activez après 2 heures, il va exécuter sur une plage de 15 minutes toutes ces plages-là qui n'étaient pas exécutées. Il faut faire attention à ce genre de trigger. Et aussi, on peut exposer nos pipelines sous forme des templates ARM. C'est là où on va utiliser la partie CI/CD pour pouvoir mettre notre pipeline d'un environnement à un autre, de la dev vers la pré-prod, ainsi de suite. Donc on va utiliser ces pipelines-là avec des configurations. Je vous conseille quand vous mettez en place des pipelines, utilisez des variables, parce que par la suite, ces variables-là, ils seront modifiés par la chaîne CI/CD. Donc, pour éviter un projet de refonte, utilisez dès le début des variables de pipeline pour pouvoir faciliter la tâche au DevOps par la suite. Alors là, c'est parmi les activités qu'on trouve dans Azure Data Factory, mais je vais passer rapidement sur ce slide-là parce que je vais faire un petit démo. Là, c'est un outil au début, Azure Data Factory, il était connu sous le nom d'un ELT. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des activités de transformation dans Azure Data Factory. Par la suite, fin d'année 2019, c'était en public preview, il y a un composant qui s'appelle Mapping Data Flow. Le Mapping Data Flow, on va profiter de la puissance du compute du Spark, qui est aujourd'hui le composant essentiel pour traiter de la big data et qu'on le trouve dans Databricks. C'est là où on va utiliser cette puissance-là pour pouvoir traiter nos données. Et suite à l'existence de ce composant-là, Azure Data Factory, il est devenu un outil de ETL. On peut faire des transformations et on va charger nos transformations dans un système, dans un signe, dans la destination. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on trouve dans dans le mapping Dataflow? C'est les outils qu'on trouve, ou les fonctions qu'on trouve dans de l'SQL classique. Comme vous voyez, c'est du join, de l'exist, de l'union, du lookup, du pivot, du window, de un pivot, et ainsi de suite. Et du sort aussi. Bah, si vous voulez faire du sort avec de l'SSIS, bah, je vous conseille pas, parce que SSIS, il s'en sort pas avec le sort par défaut qui est dans SSIS. Mais là, on a la puissance du Spark, c'est très rapide, le sort sur Mapping Dataflow. Alors, le démo, c'est que j'ai trouvé un REST API, des données qui sont publiques, et on va les récupérer, les stocker dans un Azure Data Lake Storage, dans du RAW, et par la suite, on va enregistrer ces données dans une base de données SQL. Donc là, j'ai préparé cette partie-là pour vous. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'interface Azure.
Donc si vous ne connaissez pas, là, il nous manque quelques prérequis parce que, on va parler plus des composants Azure. Donc en gros, j'ai ma souscription dans Azure. Dans ma souscription, je peux créer plusieurs ressources groupes. Une ressource groupe, c'est un regroupement logique des composants. Et ces composants-là, ils vont faire un traitement spécifique. Donc là, j'ai créé ma ressource groupe qui s'appelle Meetup. Dans ma ressource groupe Meetup, j'ai créé mes ressources qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, j'ai créé une ressource Azure Data Factory. C'est un stockage account, c'est du data lake. Et je vais vous montrer par la suite un petit retour d'expérience sur du Cosmos DB parce que je, je pense que c'est très important aussi quand vous allez ingérer vos données dans une base de données non relationnelle pour que vous sachiez les bonnes pratiques. Ou si vous voulez qu'on deep dive dans le sujet, on pourra monter un autre meetup spécifique pour la partie Cosmos. On va voir avec le temps si on arrive à voir quelque chose sur du Cosmos. Et une base de données SQL, j'ai créé le serveur et la base de données dedans. Donc je vais commencer par de rentrer dans ma ressource Azure Data Factory. Dans ma ressource Azure Data Factory, c'est un explorateur à part, c'est une autre fenêtre qui s'est ouverte ici. En gros, j'ai le home, l'édition, c'est là où je vais créer mes pipelines, la partie monitoring, manage pour manager mes outils, mes linked services, et ainsi de suite. Il y a une partie aussi learning. Donc nous, on va aller directement dans Edit, Pipeline, et n'hésitez pas d'écrire vos remarques sur le chat. Je suis là pour répondre à vos questions. Donc, pour les pipelines, qu'est-ce que j'ai pensé de mettre en place? Ce sont des activités de copie, des activités de transformation de données et d'autres activités de copie et d'activités de delete. Alors, les activités, ils sont là. D'abord, j'ai créé ma pipeline ici. Hop, je crée ma pipeline. Et par la suite, j'ai l'interface et c'est du drag and drop sur l'Azure Data Factory, sachant que vous pouvez utiliser Data Factory en utilisant le SDK Data Factory. Vous développez sur votre PC, sur votre ordinateur, c'est pas sur le portail Azure. Il y a du PowerShell et la troisième solution, c'est sur le portail Azure. Donc, ça dépend de vos compétences, c'est sur quoi vous êtes à l'aise et vous choisissez la bonne manière pour développer vos pipelines. Donc, en gros, mon activité de copie, je l'ai trouvée ici, Move and Transform Data. Donc là, j'ai deux activités, une activité de transfert de données et une activité de transformation de données. C'est le mapping data flow. C'est l'outil qui a rendu le Azure Data Factory un outil de ETL. Donc, mon activité de copie, je l'ai configurée, je l'ai nommée, et en gros, ce qu'il faut configurer, c'est la source et la destination. Ces deux onglets-là. Ma source, c'est j'ai créé un linked services qu'on a vu dans le slide. Hop, éditer. J'ai créé un linked services, j'ai trouvé ce lien-là sur Internet et on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans comme données. Hop, c'est un API qui va me donner les tasks to do. Donc là, j'ai l'utilisateur, son ID, le titre de la tâche et s'il était complète ou non. Donc, l'idée, c'est d'ingérer ces données-là dans le data lake. Donc, par la suite, donc là, notre source, c'est le Web API. Je l'ai configuré, j'ai créé mon liquid services. Et par la suite, en ma destination, c'est que j'ai créé un dataset, une dataset. C'est sous le format JSON. Et dedans, je vais mettre mes données. Et où est-ce qu'il sera mon dataset, où est-ce qu'il sera stocké? Donc là, je vais faire Open. J'ai créé un linked services vers ma ressource
Azure, Meetup, voilà, c'est mon dans le data lake, c'est dans la partie raw. Et dans la partie raw, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé des dossiers, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un explorateur de dossiers. J'ai créé du raw data, c'est là où je vais ingérer mes données dans To-Do, dans ce folder-là. Et il y a une partie hold. Une fois que je traite mes données, je les ingère, je les traite, je les mets dans une zone hold pour ne pas les traiter au deuxième lancement. Donc là, il faut penser, là aujourd'hui, j'ai lancé mon traitement, je l'ai consommé à partir euh, de ce container-là, raw data et to do. Par la suite, si je reçois d'autres données ou si je relance ma pipeline, je vais réingérer mes données. Donc là, il faut penser à une solution de transfert du fichier, d'historisation. Moi, ce que j'ai mis en place dans ma pipeline, c'est que voilà, je copie à partir du Web API vers du raw data, je fais mes transformations. Par la suite, je copie tout ce qui a été chargé dans le raw data, je vais les charger dans un dossier hold. C'est comme si ces données-là aient été traitées. Et par la suite, je vais supprimer ce que j'ai ingéré dans la partie raw data pour avoir toujours un raw data qui est clean. Donc voilà, donc le sync c'est une dataset JSON parce que ma source c'est du JSON. Par la suite, je vais les stocker dans du raw et dans le mapping dataflow, c'est le fameux outil de transformation. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? J'ai récupéré mes sources à partir du lake. J'ai sélectionné mes colonnes. Parce que ici, c'est quand, quand vous regardez ici, ça c'est du buddy et dedans, on va trouver des éléments. C'est pour ça que j'ai mis buddy.id. Donc là, comme sur des SQL, vous faites nom de la colonne et as le nom de la colonne que vous voulez créer dans votre système destination. Title, completed et user. Donc par la suite, je vais faire un traitement sur mes données. Donc là, le title, j'ai créé un scénario, j'ai imaginé un scénario, c'est que le titre, je vais rajouter dans le titre la date du jour. Open Expression Builder. Donc là, j'ai concaténé le titre que j'ai récupéré à partir des sources. ToString, c'est current date. Là, je vais rajouter la date du jour. Et pour gérer, parce que dans le sync, j'ai activé euh, dans la partie settings, j'ai activé allow insert et absert. Si je reçois les mêmes données deux fois dans ma base de données, je vais faire un traitement d'absert. C'est pour cela que j'ai créé cette étape-là. Alter absert, j'ai défini sur quelle colonne je vais faire mes abserts. Et là, j'ai mis un trou pour dire, voilà, si c'est vérifié, il faut faire le traitement. Donc, si je vais lancer le traitement, donc là, je vais lancer en mode debug, là, la petite fenêtre là, c'est pour dire il faut activer le dataflow debugger. C'est le compute du dataflow, c'est du Spark derrière, d'où la puissance de ce composant-là. Donc il va mettre un peu de temps pour s'allumer. Et une fois qu'il s'allume, donc voilà, c'est fait. Hop, je vais lancer le debug. Voilà, l'exécution, elle s'affiche dans le output. Donc là, il a commencé d'exécuter la première activité. C'est du copy à partir de la source vers la raw data. C'est bon. Par la suite, il va exécuter la transformation que j'ai mis en place. On peut regarder en détail où est-ce qu'il est arrivé. Donc là, il est dans le sync.
Et par la suite, il va faire la copie de la source vers la destination et la delete. Donc là, si je regarde sur ma base de données, je vais regarder si j'ai des données qui a été chargées. Voilà, donc là, à partir de mon API, j'ai fait des transformations. Le titre, j'ai rajouté, peut-être c'est très petit, n'est pas visible pour vous. Oh non, ça c'est, il grandit pas les résultats. Alors là, il a rajouté, copié pour vous montrer, la date du jour comme c'est implémenté dans la partie transformation de données. Donc là, c'est en gros les activités qu'on a mis en place. Donc là, on peut aller vérifier. Il nous reste encore 10 minutes. Le temps passe très vite parce qu'il y a tellement de choses à vous montrer. Là, ça tourne toujours. Hop. Dans mon ADLS. Et à la suite, dans mon container, raw data, to do, c'est toujours ici, le fichier qu'on a ingéré. Par la suite, une fois la pipeline finit l'exécution, hop, normalement, ça devrait disparaître. Voilà, ça disparaît. Et par la suite, quand je rentre dans hold, voilà, j'ai mon fichier qui a été traité dans la partie hold. Ça, ce sont des tests que j'ai fait pour vous préparer l'exercice. Donc, on va revenir au slide. Donc, il y a un autre outil de transformation de données qui est très puissant. C'est un écosystème à part, mais qui est intégré dans Azure, qui s'appelle Azure Databricks. Et dans Databricks, c'est un outil qui est très complet, qui va vous permettre de faire des transformations de données end-to-end. Il y a des composants qui sont disponibles comme le Delta Live Table. Je vous conseille de l'utiliser parce que c'est un outil qui est très promoteur. Je vois l'intérêt de l'outil parce que il va vous permettre de mettre en place de la qualité de données. Au moment de traitement, il va vous sortir des KPI, des métriques sur la qualité de vos données. Il y a aussi la partie CDC, Change Data Capture, c'est pour traiter les données, implémenter du SCD1, de l'SCD2 sur vos données. Alors, en gros, comment il se décompose? C'est un Databricks Workspace. C'est là où vous allez écrire du code, c'est du Python, soit du PySpark, soit du SQL. Et il y a aussi des workflows. Vous pouvez créer des pipelines et les orchestrer avec des workflows. Donc, ce qu'on a vu dans Azure Data Factory, on peut le faire ici dans Azure Databricks. Donc voilà, c'est en gros l'idée du Databricks. C'est un écosystème qui est intégré à Azure et qui se base sur la puissance du compute du Spark. Il y a aussi d'autres outils de transformation de données qu'on peut utiliser sur du Synapse Analytics. Pareil, c'est un système qui se décompose des pipelines, du pool data, et avec une forte relation avec du data lake et un Synapse Studio, c'est sur laquelle vous allez travailler. Pareil, vous pouvez faire des transformations de données avec des Azure Logic App ou du HD Insight. L'avantage du HD Insight, c'est que vous pouvez utiliser du Spark, du composant que vous voulez utiliser. C'est très flexible. C'est vous allez choisir vos composants, c'est du PaaS. Il y a aussi de l'Azure Function. Donc, l'Azure Function, quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Quand est-ce qu'on va choisir Azure Function au lieu de Azure Data Factory? C'est quand on a une petite volumétrie de données, on a un POC, on va aller récupérer nos données à partir des API, transformer nos données et par la suite les insérer dans une base de données. Donc, et il va coûter moins cher. Comment il fonctionne Azure Function? C'est du serverless. Il y a aussi
Donc l'inconvénient du serverless, c'est que c'est le temps d'allumage du serveur. Il va mettre un petit temps de latence et c'est pour un système qui n'est pas critique. Donc faites attention à ça. Il y a aussi des durable functions, qui est du stateful. C'est là où ils vont essayer de contourner ce problème-là pour éviter ces temps de latence. Alors pour l'exposition de données, généralement, il y a des systèmes qui sont relationnels, on parle du SQL, PostgreSQL et ainsi de suite, ou soit on parle des systèmes non relationnels, c'est comme du Cosmos DB. Le Cosmos DB, il représente plusieurs outils, plusieurs API, plusieurs distributions. C'est du Table API, c'est du Key Value, c'est du Cassandra Column Family, du SQL, du MongoDB, du Gremlin, si c'est du graph, ou du relationnel, c'est du PostgreSQL. Donc, la recommandation de Microsoft, pour un sujet from scratch, la recommandation, c'est d'utiliser du SQL, la distribution SQL. Si vous avez des données qui ne sont pas structurées sous forme des documents, c'est là où l'usage du MongoDB, c'est un outil qui est très puissant, hautement disponible. Et d'ailleurs, tout l'outil du Cosmos DB, il y a du SLA derrière, c'est du 99,99% de l'SLA. Et son point fort, c'est la distribution géographique. Je pense qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui de démystifier le Cosmos DB et peut-être ça sera un autre sujet d'un autre meet-up quand peut-être on va organiser en collaboration avec Louis pour vous parler du Cosmos DB. Alors, en gros, par la suite, comment vous allez structurer vos données? Alors, il faut faire le choix ou utiliser les deux, soit de transactionnel, soit de l'analytique. Donc si c'est du transactionnel, c'est là où on va mettre en place un système acide. C'est voilà, j'ai des données, je vais garder ces données-là et par la suite, je vais les traiter. Donc pour les systèmes analytiques, c'est une autre représentation. Généralement, c'est en étoile, en flacon, etc., ou du key volt. C'est pas du key volt, c'est j'ai oublié le nom, c'est du volt machin. Qui est par la suite, on arrive à la dernière partie, c'est la data science. Donc, sur la data science, j'ai mis ce petit slide-là pour vous dire qu'il y a des outils qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché qui permettent de mettre de l'intelligence artificielle ou des traitements de données qui sont avancés. Donc là, il y a de l'Azure ML Studio. Je pense que ça va disparaître un jour, le studio, qui va être remplacé par le service. Et il y a du Cognitive Services, ce sont des API qui sont utilisés pour pouvoir, faire des traitements, l'osséarisation, text-to-speech, speech-to-text et ainsi de suite. Vous pouvez faire du custom avec des Azure Functions, avec des VM qui sont provisionnés avec des librairies qui sont déjà installées sur des VM, qui sont des VM qui sont appelées des Data Science VM, ou soit aussi du custom si vous voulez utiliser du ML Server avec du R, du Spark et ainsi de suite. Et il y a aussi par la suite, dans la dernière couche, c'est pour une complexité très forte et une grosse évolution de données, c'est de l'Azure Databricks. Alors par la suite, pour représenter les données, il y a des outils qui sont disponibles sur le marché et là, il faut faire l'étude par rapport à mes sources de données, par rapport à ma représentation de données, quel outil est le plus adéquat par rapport à ma solution. Donc c'est 59, on est à temps. Merci pour votre attention et je ne sais pas si vous avez des questions. Chloé, je te laisse une minute.
C'est ça. Bah, bravo déjà Anouar pour ce timing parfait. Pour les participants qui sont encore là, voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. On peut prendre encore 2 minutes pour vous répondre. N'hésitez surtout pas. Bah écoutez, j'avais juste une question. On en avait discuté ensemble à Noir. Oui. Évidemment que Microsoft permet de comment dire, proposer plein de certifications par rapport à du coup le cloud Azure. Quelle certification tu recommandes pour démarrer en fait là-dessus et du coup pouvoir aussi utiliser ces certifications pour vos prochaines missions? Alors, d'abord pour entrer dans le monde de l'Azure, il faut passer l'assertif AZ900. Alors à l'époque du covid, Microsoft, il a encouragé, le passage de cette certification. Elle était gratuite. Tu assistes à un cours qui a été, donné par Microsoft et par la suite, fin du cours, ils t'envoient un voucher et voilà, donc c'était gratuite, mais sinon, il coûte 99 €. Je ne sais pas si Microsoft, elle fait toujours ce geste-là. Il faut aller chercher, participer voilà, aux formations. Vous êtes prêt à passer l'assertif. C'est pas compliqué, c'est vraiment des concepts basiques sur du cloud, du PaaS, de l'IaaS, du FaaS, quelle est la différence? Quels composants je devrais utiliser pour ma solution. Par la suite, pour aller se spécialiser dans la data, il y a les certifications DP, Data Platform 203, et avant c'était 201, 202, je pense, et a été fusionné dans la 203. Il faut rentrer sur le site de Microsoft parce que ça évolue tous les jours, et de ne pas commencer à réviser une certification qui sera obsolète dans quelques temps. Donc là, il faut aller se projeter dans le site de Microsoft, site de certification, et c'est là où vous allez vous projeter sur un domaine ou sur une spécialité bien précise. Il y a aussi une spécialité Cosmos, il y a la spécialité EA. Moi, j'ai passé l'assertif. Bon, c'était un peu dur, parce que moi je l'ai passé au début, parce que quand Microsoft ils ont proposé les services Azure, où il n'y a pas assez d'informations qui sont sur les forums. Donc par la suite, il y a le volet architectural où vous allez être un expert sur une solution Azure. Donc il coûte à peu près 200, je pense 200 € l'assertif. Ok. Bah, écoute, merci pour les informations. Pour le coup, ça pourrait valoir le coup. Alors, on serait ravis de pouvoir refaire un webinaire avec toi, pour le coup, Avec plaisir. dans ces sujets. Pourquoi pas le sujet des certifications aussi. On a fait un webinaire à ce sujet, mais je pense qu'il y a eu pas mal de nouveautés. Et je sais qu'il y a pas mal de freelances qui se posent des questions sur l'intérêt des certifications. Et donc, avoir ton retour d'expérience, justement, sur le fait d'avoir des certifications et quels impacts ça a sur l'émission. En tout cas, merci pour ce talk, Anouar, vraiment, pour Un notre plaisir. collaboration avec Comet aussi depuis un moment. Et on est trop content de t'avoir en tant qu'astronaute dans la communauté. On espère à très vite. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une très bonne suite d'après-midi. Salut. Salut, merci. Salut. Salut.